retrouver la conférence sur YouTube. On la diffusera. Alors déjà, pour commencer, vous pouvez utiliser le chat. Yannick a préparé une conférence, mais il veut que ça soit le plus interactif possible. Donc surtout, n'hésitez pas, à l'image de Johanna. Bonjour Johanna. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions, à donner des exemples, à rebondir. Surtout qu'on est un peu moins nombreux ce soir, mais du coup, c'est sympa, ça va être convivial et du coup, ça nous permettra de rebondir sur les propos d'Yannick. Je présente très rapidement Adatech School et puis après, je vais laisser place à la conférence et au sujet de ce soir. Donc, Adatech School, c'est une école d'informatique en 2 ans pour apprendre à devenir développeuse ou développeur. Donc, cette école a 2 piliers. Le premier pilier, c'est que c'est une école féministe. Par féministe, on veut dire égalité homme-femme. Donc, on veut rendre les métiers de la tech accessibles à toutes et à tous. Et pour cela, on met au point une communication qui montre que le code, c'est quelque chose de créatif, quelque chose d'accessible et qui permet d'être un outil au service de cause. On va d'ailleurs parler un peu ce soir de à quoi peut servir ou ne pas servir le code. Et le deuxième pilier, c'est la pédagogie alternative. Donc, le fait que pour apprendre à coder, ça ne sert à rien d'écouter seulement des gens, ça sert surtout de tester. Donc, on fonctionne en mode projet. C'est inspiré à la fois de la méthode agile et de Montessori. Et donc, au cours de l'école, c'est en 2 ans, 9 mois en présentiel et un an en apprentissage. Et pendant les 9 mois, du coup, on fonctionne avec des projets et un encadrant qui n'est pas un prof et qui passe dans les groupes pour coacher les élèves. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous poster notre Eventbrite dans lequel il y aura notre live de présentation qui a lieu tous les jeudis à 18h30. Les prochaines rentrées sont en mai, le 31 mai et en octobre. Voilà pour la présentation d'Adatech School. On va passer du coup à la présentation de Yannick, que je remercie beaucoup d'intervenir ce soir. Du coup, le thème de ce soir, comme vous l'avez vu, c'est sur l'intelligence artificielle. On a choisi ce titre « Comment gouverner l'intelligence artificielle ». Donc, on va surtout étudier l'intelligence artificielle, quels peuvent être ses biais, ses bénéfices, ses dangers, surtout dans le domaine du droit et de la justice. Et donc, Yannick, qui est là ce soir, mais il va se présenter mieux que je ne le présente. Yannick est magistrat, il est détaché au Conseil de l'Europe et chercheur associé à l'IHEJ, l'Institut des hautes études sur la justice. Et il est aussi expert auprès de l'Observatoire éthique et IA de l'Institut Sapiens. Il est aussi animateur du podcast Les Temps électriques. Et il a écrit un ouvrage qui est complètement lié à notre conférence de ce soir, L'intelligence artificielle en procès. Et donc, moi, j'ai été mise en contact avec lui par une personne qui était dans l'association Meuf, Meuf, Meuf. Et du coup, il est super intéressé par nos sujets. Et nous, on est très intéressés par ses recherches et son témoignage. Donc voilà, on va étudier l'IA, l'intelligence artificielle. Du coup, surtout, je vois qu'il y a pas mal d'apprenantes ou de futurs apprenants qui sont là ce soir. Donc, vous allez être à la tête sûrement de machines qui, j'espère, ne vous dépasseront pas. Et nous, chez Adatech School, c'est hyper important de coder au service de quelque chose et d'être bien au courant des biais qu'on peut créer. Donc, c'est dans cet esprit qu'on invite Yannick ce soir. Merci beaucoup, Claire, de l'invitation. Je vais rapidement me présenter, mais tu as déjà à peu près tout dit, de toute manière. En effet, je suis magistrat, j'exerce plus en juridiction actuellement, mais je suis détaché dans une organisation internationale, le Conseil de l'Europe. Juste un petit mot sur le Conseil de l'Europe. Si je vous en parlais comme ça et vous y pensez, vous allez vous dire que vraisemblablement je suis à Bruxelles. Bien non, je suis à Strasbourg. Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale distincte de l'Union européenne. Elle a été créée en 1949 avec 3 piliers: les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Et tout ça nous lie directement à certains sujets de préoccupation, on va dire, que l'on partage. Sachez que le Conseil de l'Europe, entre autres,
est naturellement gardienne, enfin le Conseil de l'Europe est plus exactement la Cour européenne des droits de l'homme est gardienne de la Convention européenne des droits de l'homme, que vous connaissez nécessairement. Il y a une cour de justice ici à Strasbourg qui est unique au monde sur cela. Mais le Conseil de l'Europe, c'est aussi énormément d'autres activités. Si vous en avez la curiosité, allez voir, notamment sur l'égalité de genre. Il y a pas mal de travail qui est réalisé de notre côté, beaucoup de sensibilisation, mais aussi des instruments internationaux importants. Il y en a un, mais je fais très vite, ce ne sera pas le sujet de ce soir, mais par exemple, sur la violence faite aux femmes, sachez qu'il y a une convention, la convention d'Istanbul, qui aujourd'hui pose un cadre dans plus de 33 pays sur le sujet. Et puisque le Conseil de l'Europe, c'est 47 États membres, non pas 27 comme l'Union européenne, on pousse jusqu'à la Russie et l'Azerbaïdjan. Mais je m'égare, puisqu'aujourd'hui, le sujet, c'est de vous parler d'intelligence artificielle et pourquoi diable un juriste s'intéresse à ces histoires-là. Eh bien, je fais partie d'une génération dans les années 80 qui a subi le plan informatique pour tous. Et le mot subir n'est pas bon pour moi. J'ai vraiment approprié cela. C'est-à-dire c'est des ordinateurs assez anciens avec des claviers à gomme. Vous voyez, c'était même pas des claviers mécaniques à l'époque, des TO7, des MO5, des ordinateurs comme ça, sur lesquels très petit, je me suis entraîné à faire du logo, de la programmation. Mon niveau mathématique ne m'a pas autorisé à aller à l'époque dans des écoles de formation informatique. Et c'est pour ça que le projet de la Tech School, moi, me parle particulièrement aussi au regard de mon histoire personnelle, mais je suis allé vers du droit. Et aujourd'hui, je suis toujours passionné de créer du lien entre les deux domaines. C'est exactement ce que je fais à la fois dans mon travail au Conseil de l'Europe, où je travaille directement à créer du pont entre le numérique et le juridique, à créer des cadres respectueux des droits de l'homme, de l'état de droit de la démocratie. Sachez par exemple que le RGPD, que vous connaissez certainement, qui est le pendant européen de la loi informatique et liberté, est en réalité né au Conseil de l'Europe en 1981 avec une convention sur la protection des données à caractère personnel, bien avant le RGPD. Et on a travaillé avec nos collègues naturellement de Bruxelles pour mettre tout cela ensuite au point dans une directive en 1995 et maintenant ce règlement général européen. Et donc, le lien et l'idée que l'intelligence artificielle, on va reformuler ça et on va naturellement définir un peu le propos derrière aujourd'hui, interviennent dans le champ public, dans nos vies quotidiennes, bien interroge positivement d'abord parce qu'il y a plein d'opportunités. On est tous des utilisateurs quotidiens de l'intelligence artificielle, qu'on s'en rende compte ou pas, par le biais d'algorithmes de recommandation, par le biais d'assistants vocaux, par le biais également de plein d'autres astuces, par exemple de navigation, de programmes de ce type-là. Eh bien, on a de l'intelligence artificielle partout. Mais dans le même temps, on voit bien qu'il y a des inquiétudes dans l'opinion publique. On pourra en reparler d'ailleurs si ça vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs. Je vais afficher le chat tout à l'heure. Je vais mettre ça pour que je l'ai moi aussi sous les yeux. N'hésitez pas à intervenir parce que par exemple, sur Stop Covid ou Tous Anti-Covid, cette application maintenant qui est déployée, voyez, pour faire du contact tracing, mais ça posait énormément d'inquiétudes dans l'opinion publique. Parce que même si ça semble anonymisé, où est notre vie privée là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une société de surveillance qui se met en place? Beaucoup de choses dites et non dites qui méritent tout notre intérêt. Donc moi, mon intérêt aujourd'hui de venir vers des gens qui ont plutôt un profil technique ou qui s'intéressent à la programmation, c'est de sensibiliser tous les interlocuteurs au fait que le droit, si ça paraît ennuyeux et si ça paraît empêcher de faire des choses, il y a des raisons souvent derrière ça. Les droits de l'homme, par exemple, aujourd'hui, et la protection des données, sont des cadres qui peuvent sembler extrêmement rébarbatifs. Mais c'est parce que ces cadres-là existent que l'on arrive à ne pas faire aujourd'hui n'importe quoi avec nos données. On voit que dès lors qu'il y a assez peu ou un assez faible encadrement, des abus sont un tout petit peu partout. Je ne parlerai pas des data brokers, de l'affaire Cambridge Analytica, on pourra en reparler un tout petit peu plus tard si vous le souhaitez. C'est une affaire où des données ont été aspirées de Facebook et utilisées ensuite à des fins de propagande électorale, sans le consentement des intéressés naturellement, et où on dit que le Brexit ou encore l'élection de Donald Trump en 2016 aurait été influencé à cause de ça, mais aurait été influencé par ça. Donc les enjeux sont en réalité énormes. Et derrière des lignes de code que l'on pourrait penser neutres, en réalité se cache beaucoup d'intentionnalité, voulue ou non voulue, des possibles biais, nos propres biais qui agissent de nos personnes, mais de nos humbles personnes, mais aussi des biais des données que l'on collecte, qui sont parfois représentatifs de la société, parfois déformés, mais on pourra parler de l'utilisation, par exemple, dans le domaine pénal, pour
prédire la dangerosité d'individus. Ça existe aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais est-ce que tout ça fonctionne ou pas? Ben, c'est ce qu'on va essayer d'un peu explorer. On a une petite heure, hein, Claire, c'est ça, je pense. Donc, Oui, je, oui, oui, c'est bien ça. Ouais. voilà, donc je vais essayer de faire peut-être un peu plus court pour avoir. Et puis, si on est un petit comité, ben, peut-être que l'échange sera d'ailleurs plus facilité. Hein, on va utiliser ça comme ça mais pour en parler. Alors, j'ai intitulé ça Comment gouverner l'IA, pardon. Alors, ça semble un peu rébarbatif, je suis désolé, mais c'est vrai que l'idée que la technologie nous gouverne, que l'on gouverne la technologie, c'est un tout petit peu partout aujourd'hui dans la littérature des sciences humaines, des sciences sociales liées aux technologies, et je vais essayer d'en partager un peu avec vous avec ça. Surtout que ce terme intelligence artificielle, ben, moi, il m'interroge beaucoup. Parce que quand j'étais gamin, dans les années 80, je vous en ai parlé, ben, ce terme-là, il existait déjà. Hein, l'informatique, l'ordinateur était déjà de l'intelligence artificielle. Je vous rappelle des publicités pour les micro-ordinateurs où à tous les coins de rue, on voyait ça. Et puis assez bizarrement, pas tout à fait bizarrement, fin des années 80, début 90, tout cela s'est tassé. On est rentré dans une sorte d'hiver de l'IA, hein, dans lequel les systèmes experts qui étaient l'IA de l'époque coûtaient très cher à réaliser, étaient difficiles à maintenir, et où les algorithmes derrière qui étaient utilisés étaient tout à fait différents de ce que l'on connaît aujourd'hui avec le machine learning. Mais on va en reparler. Aujourd'hui, vraiment, depuis 2010, le terme est réapparu mais parce qu'on a réussi à faire fonctionner des algorithmes assez anciens, hein, dont les principes, on pourrait même chercher jusqu'en 1943, vous voyez les principes des réseaux de neurones, avec McCulloch et Pitts qui avaient développé dans le cadre de conférences sur la cybernétique aux États-Unis, on est en pleine guerre, hein, et donc il y avait un foisonnement de recherche pour pouvoir trouver des solutions pour simplement combattre des missiles qui pouvaient arriver d'Allemagne. Eh bien, tous ces travaux-là, en 40 ans, ont commencé à fonder cette idée que l'on pourrait peut-être reproduire le cerveau par des moyens mécaniques et lentement par des moyens informatiques. Et depuis 2010, donc, on a réussi à faire fonctionner ces algorithmes-là hein, par des méthodes statistiques, donc l'apprentissage automatique, le machine learning, les réseaux de neurones profonds, le deep learning, vous avez nécessairement entendu parler de ça, et c'est parce qu'on a eu beaucoup de données des processeurs aussi assez puissants, les processeurs de cartes graphiques, qui ont permis de faire tourner tout cela correctement. Tout ça a été sous-jacent, et donc il y a eu la résurgence du mot qui est arrivé avec le génie hein, de trois chercheurs, Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, qui tous les trois ont eu ce coup de génie sémantique hein, de dire ben, c'est des réseaux de neurones, et nous on fait plein de couches, ben, ça va être de l'apprentissage profond. Mais maintenant, on va essayer d'un peu s'intéresser à ce que nous dit la presse et ce que vous avez entendu, ce que j'ai entendu aussi hein, dans le grand public, où on pourrait, en caricaturant, mais pas tout à fait, on pourrait voir deux lignes vraiment qui se distinguent avec dans la presse généraliste, un courant et des articles qui sont extrêmement, comment dire, enthousiastes vis-à-vis de l'intelligence artificielle, hein, où on voit, là j'ai mis un exemple, hein, le robot Nao est désormais capable d'apprendre et d'enseigner. Vous voyez, c'est absolument fascinant, peut-être effrayant, mais on va y revenir. Hein. Mais enfin, voilà quelque chose d'assez positif hein, qui est porté par la presse généraliste. Et de notre côté, vous trouvez des articles qui, eux, sont extrêmement alarmistes et où tous les mots présents et à venir seraient liés aux technologies, au numérique et à l'avènement de technologies comme l'intelligence artificielle. Avec même le regretté Stephen Hawking, c'est ce que j'ai mis là comme exemple, qui craignait que l'IA remplace complètement les humains. Elon Musk aussi, qui n'arrête pas d'avoir un dialogue de pompier pyromane, hein, où à la fois il booste énormément de recherches d'intelligence artificielle, dont de l'IA connectée à des cerveaux avec Neuralink, et d'un autre côté en disant que ça va anéantir l'humanité. Donc c'est très difficile quand on est néophyte dans le domaine de l'IA d'arriver, même en étant soi-même un tout petit peu programmeur ou en ayant un peu de sensibilité sur le sujet, c'est assez difficile de distinguer dans tout ce dialogue-là, hein, dans l'espace public, quelle est la réalité. Et d'ailleurs, c'est une vraie polarisation. Hein. Vous voyez qu'il y a parfois des discours qui sont des réels discours comment dire, d'experts où vous avez l'impression que personne ne s'entend. Et cette polarisation, selon moi, ne permet pas d'éclairer vraiment avec précision les réels ressorts de cette transition numérique
que nous sommes en train de vivre et à laquelle nous contribuons. Et vous savez, je pense qu'il y a des bénéfices et des dangers à tout aujourd'hui. Vous pouvez prendre un marteau, vous pouvez prendre une perceuse, vous pouvez prendre n'importe quel outil. Tout dépend aussi un peu ce que vous en faites. Et oui, il y a des usages qui peuvent être bons ou mauvais. Mais vous voyez, cette dichotomie entre le bien et le mal, qui est assez intuitive, selon moi, ne permet pas de comprendre réellement quelle est la réelle nature des choses et ce à quoi nous avons réellement à faire face avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que là, depuis maintenant presque un peu plus de 3 ans, presque 4 ans, j'ai essayé de mon côté, avec mon background technologique, en effet, j'ai oublié de vous dire, mais dans mon parcours, j'ai fait du droit, naturellement, ça a été la majeure, mais j'ai continué à m'intéresser à l'informatique, j'ai eu une formation informatique aussi un tout petit peu sur le tard, donc j'ai essayé de déconstruire avec mes éléments de connaissance ce qu'il y avait réellement derrière, comme un Lego, pour essayer de bien identifier les briques élémentaires, pour savoir ce qu'on a à faire. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Et pour partager cela, je vais avoir un petit peu de bibliographie. Vous n'êtes pas du tout obligé de lire tout cela, mais je vais partager avec vous des livres qui m'ont marqué et qui m'ont permis réellement de me construire sur ça. Et l'Empire des données, écrit par les 2 avocats, Adrien Badevant et Jean-Pierre Mignard, c'est un ouvrage qui, selon moi, est assez remarquable sur le sujet. Pourquoi ? Parce que il nous parle aujourd'hui de transition numérique, mais sous un angle qui est l'angle de philosophes comme Michel Foucault, pour essayer de distinguer quels sont les grands mécanismes sociaux à l'action. Et selon Adrien Badevant et Jean-Pierre Mignard, la transformation de notre monde en données n'est pas du tout neutre, parce qu'elle emporte avec elle un projet de société qui ne fait pas réellement l'objet d'un débat démocratique et moins qu'un asservissement des hommes par la machine, une domination des hommes par la machine. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment les mathématiques, les statistiques, et ça, ce n'est pas tout à fait nouveau, ce n'est pas lié à l'intelligence artificielle, les statistiques, c'est depuis le XVIIIe siècle, arrivent à conduire une certaine forme de représentation de la société. Alors, pour Adrien Badevant, naturellement, l'objet dans son livre n'est absolument pas du tout d'être un technophobe, loin de là. Il ne s'agit pas du tout de rejeter la technologie, un peu comme certains d'ailleurs philosophes ont pu le faire à un temps, comme Jacques Ellul. Là, l'idée est réellement de dire, attention, en transformant le monde en données, on donne des prises à d'autres formes de gouvernance, de gouvernementalité, comme dirait Michel Foucault, et plutôt que des dictatures avec un contrôle vertical, comme malheureusement notre société en a connu au XXe siècle, eh bien là, les choses sont un peu plus, discrètes. C'est-à-dire que le contrôle qui peut s'opérer sur les individus par le biais d'algorithmes s'opère par le biais de recommandations, par le biais de choses, des petits nudges, vous savez, des petits coups de pouce. On peut vous diriger vers quelque chose, vers un comportement, en vous donnant l'impression que c'est un très bon choix, et en réalité pour rationaliser le comportement. Donc pour conclure ce que nous dit Adrien Badevant et Jean-Pierre Mignard, il conclut à un mot assez fort, mais qui marque bien les esprits, à un coup d'État. Comme on parle d'un coup d'État, l'idée pour eux est de mettre en alerte en disant attention, transformant la société en données, eh bien on donne des prises à des formes de gouvernance qui peuvent être, sans en avoir le mot, relativement totalitaires. Je ne dis pas que Google, que Facebook sont totalitaires, mais ils sont en dehors de tout champ démocratique. Qui décide sur Facebook de l'ordonnancement d'algorithmes, de la priorisation d'un contenu par rapport à un autre, en termes aussi de liberté d'expression, pourquoi certains contenus sont censurés plutôt que d'autres. C'est un lieu de débat démocratique où il faut avoir, mais je ne suis pas bien sûr que ce soit des grandes sociétés comme Facebook qui peuvent amener ça. Et le fait que nous vivions aujourd'hui dans une période de crise sanitaire, exacerbe aussi ces constats, puisque le numérique, qui est aujourd'hui un terme, et ça aussi j'aimerais avec vous prendre 30 secondes pour déconstruire ça. Quand on parle de numérique, c'est vrai que moi en dialoguant dans le quotidien, c'est ce que l'on a comme représentation, c'est un terme qui est de manière univoque, synonyme de progrès inconditionnel, et qui de fait est devenu extrêmement difficilement critiquable. Et entendez-moi dans le terme critique, il ne s'agit pas d'être sceptique ou d'aller casser des machines, ce n'est pas ça. Mais simplement mettre en perspective une question simple, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance à utiliser du numérique pour tous les problèmes, alors même que ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est ce qu'on appelle du solutionnisme. Et la personne que j'aimerais citer à ce stade-là,
c'est Günther Anders, qui est un philosophe assez connu dans les lignées de Martin Heidegger, qui a travaillé sur la critique de la technique. Et cette citation qui me semble extrêmement intéressante, rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer par les machines. Et ce que nous dit Günther Anders dans L'obsolescence de l'homme est exactement cela. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, pour être entendu, et même quand on se positionne en critique raisonnable et constructif, énormément de force argumentaire, de force de conviction, pour simplement émettre un doute que l'utilisation d'outils numériques dans toutes les situations n'est pas la meilleure des choses. Et en effet, il est toujours plus attractif de donner l'impression d'être dans son temps et d'en adopter les outils pour imaginer d'être dans la course, d'être adapté. Et je citerai une autre auteure qui est Barbara Stiegler, qui a écrit un livre remarquable sur le néolibéralisme qui s'appelle « Il faut s'adapter ». Et Barbara Stiegler, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il est intéressant de comprendre pourquoi cette injonction de devoir s'adapter tout le temps s'impose à nous dans un paysage quotidien. Elle ne parle pas des algorithmes, mais elle parle de manière générale à cette nécessité de s'adapter. Et par extension, moi je trouve que c'est assez intéressant aujourd'hui de se dire, mais est-ce que le numérique est nécessairement synonyme de plus grande efficacité, de plus grand progrès, de plus grand progrès humain? Et je vais vous prendre un exemple avec cela, avec, pour moi, l'exemple type de ce qui est une fausse bonne idée, c'est ces algorithmes dont je vous parlais en introduction d'évaluation de la dangerosité des individus aux États-Unis. L'idée est assez simple, et ça ne date pas, d'ailleurs, on n'a pas entendu l'informatique, la statistique a déjà eu cette ambition-là. L'idée est d'arriver à compléter l'étude du comportement des individus en matière pénale quand ils ont commis des crimes ou délits avec d'autres approches pour essayer de prévoir, j'allais même dire prédire, on retrouve ce jargon-là dans le domaine scientifique, le comportement d'individus pour savoir s'ils sont prêts, s'ils ont beaucoup de risques de récidive ou pas. On est presque dans Minority Report, on n'est pas très très loin. Et l'ensemble des études qui ont été faites sur des approches statistiques ou algorithmiques sur la dangerosité concluent à quelque chose quand même qui devrait nous alerter, c'est que enfermer des individus dans des groupes statistiques n'est jamais extrêmement bon parce qu'il y a toujours des exceptions déjà aux statistiques, et ce n'est pas parce que vous appartenez à un groupe que vous comportez nécessairement comme le comportement moyen de ce groupe-là. Pour le reformuler, ce n'est pas parce que j'ai vécu en Seine-Saint-Denis un temps que cela a fait de moi un criminel, loin de là, vous voyez, mais ou que j'ai vécu en banlieue toulousaine, ce qui est aussi le cas, vous l'attendez à mon fond d'accent, voilà, que cela fait de moi un criminel. Pourtant, statistiquement, mais si on prend le nombre de groupes d'individus qui ont pu soumettre, réaliser des crimes ou des délits, bien vous allez retrouver des individus dans ces zones-là. Donc, en appartenant à un groupe statistique, on résume un peu trop vite votre personnalité, et cet algorithme aux États-Unis qui s'appelle Compass a été étudié par une ONG ProPublica, et où en 2016, ProPublica a démontré de la manière scientifique la plus rigoureuse que sur une population de 10 000 individus dans un comté de Floride, déjà l'algorithme Compass avait deviné, excusez-moi du terme, de manière juste, un comportement criminel à 60%, à 50% on est une chance sur deux, vous voyez ce que je veux dire, donc pas déjà une performance extraordinaire, mais en plus, cet algorithme, quand il se trompait, pénalisait les populations afro-américaines d'un risque de récidive beaucoup plus important que les autres populations. Et cet algorithme, les problèmes posés par cet algorithme ont conduit même à voir une affaire devant la Cour suprême, c'est l'affaire Loomis contre le Wisconsin, dans laquelle les juges de la Cour suprême du Wisconsin ont dit oui, en effet, cet algorithme peut discriminer, mais finalement, vous savez, les juges conservent leur pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire qu'ils peuvent écarter dans leur argumentation l'algorithme, et l'algorithme ne s'impose pas à eux. Alors, je conclurai avec cet exemple-là que je trouve, pour ma part, extrêmement intéressant. Et ne croyez pas que ces exemples-là ne sont que de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a aujourd'hui des travaux tout à fait sérieux en Grande-Bretagne. Vous avez des algorithmes déjà en œuvre de la même manière, aux Pays-Bas également, et où on vous dit, finalement, l'humain garde la main. Et surtout les juges qui sont plutôt bien formés, on peut l'espérer en tout cas, vont avoir suffisamment de raisons pour pouvoir écarter cela, mais détrompez-vous, vous avez d'autres études dans le champ des sciences cognitives qui vous disent que
il y a des biais cognitifs assez connus. Je vais vous en citer un, que peut-être vous avez vous-même subi, en tout cas moi je l'ai subi en plein fouet, c'est le biais d'automatisation. C'est-à-dire que quand vous avez un système informatique, et ça en tant que programmeur, je pense que c'est quelque chose qui est important à retenir, hein. Quand vous avez un système informatique algorithmique, hein, qui réalise une préconisation ou une recommandation, eh bien, vous avez plutôt tendance à le suivre. Regardez votre GPS, par exemple. En tout cas, moi, c'est le cas. Quand je vais quelque part où je ne me situe pas très bien, eh bien, je vais faire confiance à mon GPS. Voilà, plutôt parce que je pense qu'il va mieux connaître la route que moi. Et c'est comme ça que vous empruntez parfois des chemins qui ne sont pas tout à fait adaptés. Et d'ailleurs, de manière plus importante, hein, par exemple, dans les situations, comment dire, dans un environnement médical, avec les médecins, les infirmiers, mais également dans des environnements stressants, hein, comme par exemple le pilotage d'un avion, eh bien, ces études démontrent qu'en cas de crise, en cas d'urgence, eh bien, les individus font beaucoup plus facilement confiance aux instruments qu'à leur propre expérience. Et c'est exactement là où je veux en arriver. C'est qu'aujourd'hui, il y aurait un impératif, pour citer Kant, un impératif catégorique, qui serait celui de pouvoir critiquer et comprendre exactement là où on pose un système algorithmique et ne pas le prendre en tant que tel, en tant que simple mécanisme, mais de comprendre le contexte, l'environnement dans lequel il se déploie pour en percevoir des éléments. Et là, donc, on parlait de discrimination, hein, liée à ce système Compass, mais vous savez, une discrimination n'est pas nécessairement totalement négative. J'espère pas vous choquer en disant ça, mais je vais vous prendre un exemple très concret. Le machine learning, en tant que tel, est une machine à discriminer, à classifier. Ce que je vous montre à l'écran est inspiré d'un site que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je le trouve remarquable. C'est R2D3, hein, dans lequel vous avez, de manière extrêmement pédagogique, expliqué des formes d'apprentissage automatique. Alors, je vais essayer de le jouer à l'écran. Je vais voir, j'espère que ça va être assez clair. Voilà. Donc, là, vous voyez, hein, c'est une classification qui s'opère par rapport à un arbre de décision où la machine a été entraînée. Quand elle a été entraînée, elle a fait cet arbre de décision. Là, c'est pour choisir si un appartement se trouve, la machine doit deviner si l'appartement se trouve sur la côte est ou la côte ouest des États-Unis. Et vous voyez, dans cette vidéo, la machine est entraînée d'abord, c'est 100%. Hein, donc, elle a une précision très, très bonne. Et ensuite, avec un jeu de tests, on reteste si le modèle qui a été réalisé permet de reproduire correctement la situation. Et là, on est à 89%. Ce que nous dit cet exemple-là est assez simple. C'est-à-dire que c'est fait pour classer, pour discriminer. Et les objets, et vous verrez sur le site R2D3, il y a un certain nombre d'éléments, d'étiquettes qui ont été choisis par les concepteurs pour savoir si un appartement est plutôt sur la côte est ou la côte ouest des États-Unis. Par exemple, ils ont pris l'altitude comme élément discriminant, en disant qu'il y avait plus de chances que l'appartement soit une altitude un peu plus élevée sur la côte ouest qu'en étant à New York. Et ensuite, ils ont ajouté d'autres critères, d'autres étiquettes, et ça a permis de faire cela. Donc, il y a des discriminations qui se jouent, qui sont tout à fait normales et évidentes, parce que c'est l'objectif de ce que vous essayez de faire. Et là où je veux en venir, c'est l'intention, l'intentionnalité, qui est un concept qui est extrêmement important et parfois négligé, puisqu'en transformant en paramètres, vous voyez, en faisant des choix, là par exemple, en prenant l'altitude pour pouvoir classer mes appartements, eh bien, je fais un choix, un arbitrage, qui peut sembler être un micro-arbitrage, mais qui est un arbitrage en réalité extrêmement important. Et reporter ça dans un autre domaine, et le domaine pénal dont je parlais juste avant, hein, avec les concepteurs de Compass. Les concepteurs de Compass n'étaient pas des suprémacistes blancs. Ils n'avaient pas pour objectif d'aller aggraver les discriminations dans une société américaine qui est déjà extrêmement touchée par ces biais-là. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'employer la prétendue neutralité des mathématiques pour corriger cela. Et en guise de correction, ils ont aggravé le phénomène, puisque, encore une fois, hein, il y avait des biais sous-jacents dans leurs données, comme devinez lequel? Le lieu de résidence des individus. C'est-à-dire que naturellement, puisque vous avez des individus, comme mon exemple de Seine-Saint-Denis tout à l'heure, bien vivent dans certaines zones, dans des zones plus criminogènes, où il y a plus de personnes qui ont commis des crimes et délits, eh bien, elles se retrouvaient affectées de ce risque statistique. Donc, vous voyez, vous avez les choix que vous opérez, des choix conscients, mais vous avez également dans les données que vous traitez, parfois des phénomènes sous-jacents que vous n'appréhendez
Pas nécessairement. C'est pour cela que en codant, en programmant, peut-être qu'en étant tout seul, ce n'est pas nécessairement la bonne solution. L'idée d'être dans des équipes pluridisciplinaires quand on travaille sur des sujets complexes, où il y a de l'humain, où il y a des données de cette nature-là, c'est peut-être pas tout à fait idiot. Et je pense que d'une manière générale, il ne faut pas oublier les acquis qui viennent d'autres disciplines qui traitent déjà de la donnée. La statistique, par exemple, les statisticiens sont déjà assez rompus à ce type de dérive sur les données. Alors, par exemple, sur l'importance de la sélection d'une population pour un traitement statistique, mais là, par exemple, pour pouvoir faire vos jeux d'entraînement. Or, avec le big data, et c'est bien ça le souci, le paradigme est aujourd'hui complètement inverse. Puisque ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut accumuler de la donnée, de façon à ce qu'on ait plus d'observations afin de révéler de l'information. C'est d'ailleurs ce que nous dit Chris Anderson. C'est un article, vous le voyez peut-être à l'écran, de 2008, qui s'appelait « La fin de la théorie ». Et ce que nous dit Chris Anderson dans cet article-là est ou extrêmement grisant ou totalement effrayant. Puisque ce que nous dit Chris Anderson, c'est qu'on n'a plus besoin de la théorie scientifique. Qu'avec beaucoup de données, on va arriver aujourd'hui à découvrir, à révéler toutes les lois sous-jacentes qui organisent le monde. Alors tout cela peut sembler un peu illuminé, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas extrêmement enthousiaste, mais cet article de Chris Anderson a provoqué un véritable tollé et une réaction extrêmement forte de l'ensemble de la communauté scientifique qui a dit que non, puisque derrière l'apprentissage automatique, vous avez par le traitement qui opérait la recherche de corrélation, donc de régularité dans les données. Et ce que dit la communauté scientifique, et notamment les statisticiens, c'est que la corrélation n'est pas la causalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous retrouvez dans des grands jeux de données avec une grande précision un certain type de phénomène que c'est nécessairement la causalité. Pour le reformuler avec mon exemple tout à l'heure en matière criminelle, ce que la machine a révélé, c'est que vous avez des ghettos, en réalité, des zones où vous avez regroupé énormément de misère et qu'en vivant dans ces zones-là, eh bien, vous vous retrouvez encore une fois affecté d'un risque statistique plus important. Mais voyez que l'abus qu'il peut y avoir par une approche simplement statistique, quantitative, en ignorant des éléments beaucoup plus qualitatifs qui nécessitent de mobiliser d'autres sciences, d'autres formes scientifiques, qui viennent des sciences humaines ou des sciences sociales, par exemple. Donc, il faut remobiliser naturellement de la théorie scientifique, mais pas n'importe quelle théorie. Et là, j'en arrive à un deuxième point, j'espère ne pas trop vous effrayer avec ça, mais ça a le mérite d'être connu, c'est l'exemple de la physiognomonie. Qu'est-ce que c'est la physiognomonie? C'est en fait la science qui pense que dans les traits des visages, la forme des visages, la forme physique, on peut révéler des traits de caractère des individus. Alors, tout cela a été mobilisé il y a déjà quelques temps, puisque déjà au 19e siècle, vous aviez des recherches qui avaient été faites sur la forme des crânes, où des scientifiques pensaient qu'on pouvait révéler les criminels nés à partir de la forme de crâne, que des gens qui avaient une certaine forme de crâne allaient nécessairement devenir des criminels. C'est Lombroso, le chercheur italien Lombroso, dans L'homme criminel, qui avançait cela. Et tout cela a été naturellement enterré au bout d'un certain temps, parce que vous comprenez bien que c'est extrêmement difficile de pouvoir conclure qu'à partir de la forme physique, de la forme d'un nez, de la forme d'oreille, de la forme générale du crâne, on arrive à nécessairement identifier des criminels. On pensait que tout cela était enterré depuis bien longtemps, et vous avez des chercheurs, là vous avez Michal Kosinski à l'écran, qui soutient de son côté, ce sont des recherches qu'il a réalisées à l'université de Stanford, que par le biais de la reconnaissance faciale, et donc en accumulant des formes de visage de plein de personnes, eh bien on arrive à prédire, à prévoir l'orientation sexuelle de personnes, l'orientation politique, ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont profondément. Alors derrière cet article de Michal Kosinski, qui a aussi fait un tollé et qui a suscité beaucoup de réactions de la part de la communauté scientifique, eh bien en réalité, il y a une résurgence de ces approches scientifiques assez anciennes avec un vernis tout à fait nouveau.
C'est-à-dire que là, on va dire, on va utiliser l'intelligence artificielle, entendre le machine learning pour pouvoir faire des traitements de formes de visage et essayer de trouver s'il n'y a pas des formes de visage type pour des personnes gays ou des personnes de droite ou de gauche. Et en réalité, ben oui, vous allez retrouver des corrélations. Mais des corrélations qui sont en aucun cas des causalités et qui sont révélatrices de cela. Ça peut être des corrélations liées au type de population que vous avez choisi, avec plein de biais statistiques derrière. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, hein, si ça vous intéresse de voir Michal Kosinski justifier son approche, je vous encourage à voir le documentaire qui s'appelle iHuman, qui était passé l'année dernière, à peu près à la même époque, sur Arte. On a reçu au Conseil de l'Europe la réalisatrice de iHuman, qui est Tony Ezenshai, et dans son documentaire, elle montre avec une grande bienveillance et une totale neutralité chacun des acteurs majeur dans l'intelligence artificielle, et elle est interrogée, Michal Kosinski, et vous le verrez, et en l'écoutant, il a une grande éloquence, il intervient auprès d'étudiants pour pouvoir aujourd'hui le présenter, le résultat de ses recherches avec beaucoup de conviction, et c'est bien ça qui est dérangeant aujourd'hui, c'est que vous avez une bonne part de ces, de ces utilisations de l'intelligence artificielle de manière abusive qui sont présentées avec un vernis scientifique et où, encore une fois, il ne faut absolument pas du tout être amnésique de l'histoire des sciences derrière. Je crois qu'il faut revenir aux sources, aux faits éprouvés et démontrer, et pas simplement rester à des, à des pétitions de principe, c'est-à-dire à des affirmations extrêmement verticales comme ça, avec beaucoup d'assurance, et le tampon de Stanford, hein, comme l'université qui est plus que respectable pour cela. Alors, évidemment, hein, toute forme de démarche scientifique démarre avec un peu d'intuition, même beaucoup d'intuition. Mais contrairement au monde vers lequel nous conduit Chris Anderson, il faut aujourd'hui pouvoir continuer de prouver et de rendre reproductibles ces résultats en se fondant, encore une fois, sur des choses qui sont quand même qui ont du sens. Alors, pour résumer, cette partie-là, et je ne veux pas être trop long, hein, parce que je vois que déjà le temps file, donc je voudrais laisser un peu de temps pour l'échange avec vous. Mais les discriminations sont inévitables. Aujourd'hui, on a des systèmes qui produisent, qui ont des biais, hein, et souvent, ce qu'il faut arriver à déterminer, c'est est-ce qu'on préfère les biais humains, parce qu'il y en a aussi, c'est loin d'être parfait. En ayant exercé hein, dans le domaine de la justice, c'est parfois assez d'ailleurs désarmant, décevant. Hein, je peux vous dire qu'on lutte contre cela, hein, mais c'est pour ça qu'il y a la collégialité d'ailleurs, la plupart du temps, hein, qu'il y a des magistrats qui sont à trois sur les affaires les plus importantes en matière pénale, par exemple pour les affaires délictuelles, ou alors choisir les biais des machines qui sont eux aussi inévitables. Et dans un cas comme dans l'autre, selon moi, il est important de comprendre aujourd'hui, de trouver exactement les explications et utiliser des systèmes qui produisent des explications quand c'est nécessaire. C'est pour ça que les magistrats rédigent leurs décisions en les motivant, en les justifiant, en les expliquant, ce qui les rend à la fois compréhensibles et attaquables, si c'est nécessaire, vers d'autres magistrats. Là, en utilisant des systèmes algorithmiques comme les réseaux de neurones profonds, vous avez des mécaniques qui ne sont pas justifiables, qui ne sont pas explicables. Et donc, dans mon propos, pour conclure cette partie-là, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas rejeter les algorithmes juste par automatisme, mais si vous avez un cas d'usage dans lequel vous avez besoin d'une explicabilité profonde, en tout cas réelle, eh bien, peut-être il ne va pas falloir prendre des réseaux de neurones profonds pour ça. Si vous n'avez pas ces enjeux-là, eh bien, ça peut être une bonne technique algorithmique. Donc, le choix de l'algorithme se fait naturellement en fonction des besoins. Et pour conclure, faire aussi une différence entre l'approche descriptive et l'approche prescriptive. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des algorithmes qui vont vous décrire une situation. Mon histoire de Compass tout à l'heure, c'est passionnant de voir qu'ils peuvent décrire les biais de la société américaine et rendre compte combien aujourd'hui des populations sont discriminées. Ça, c'est de la description. L'abus est dans la prescription. Si vous pensez que cette démarche-là vous permet d'en déduire une action derrière. Et c'est pour cela qu'on a besoin du droit, selon moi, pour tenter de concilier des injonctions qui sont a priori contradictoires et où, dans la société, pour arriver à cela, il faut un débat démocratique, et débat démocratique qui passe devant un Parlement, et Parlement qui en déduit ensuite un cadre juridique qui est applicable à tous. Donc, voilà, c'est là comme cela qu'on crée des équilibres sociétaux.
innover, chercher, c'est génial, il faut le faire. Il faut aussi être en capacité de se tromper, de se planter pour pouvoir revenir derrière et améliorer les choses, mais peut-être pas dans la vraie vie, et corriger en tout cas quand c'est possible, et utiliser le droit pour, encore une fois, créer de la confiance. Alors, je vais être un peu plus peut-être rapide parce qu'encore une fois, le temps file, mais je ne vais pas ici vous dire exactement le monde idéal dans lequel on devrait être de façon à ce que le droit règle tous les problèmes. C'est faux, ça ne règle pas tous les problèmes. Là aussi, il y a une construction juridique qui est réalisée de manière permanente, des textes qui sont adaptés à chaque fois à la réalité. Et la tendance que nous, juristes, on vit aujourd'hui, et ça ne touche pas que le numérique, c'est de moins en moins de ce qu'on appelle de droit dur, hein, c'est-à-dire de la loi votée par un Parlement qui vient s'imposer à tous. Hein, donc, une perte de place, de puissance de ce type de régulation au profit de mécanismes qu'on appelle de droit mou, c'est-à-dire des mécanismes où il y a moins de sanctions, il y a plus de responsabilisation des entreprises privées essentiellement, et où on laisse les intéressés s'organiser entre eux en fixant un minimum les règles du jeu. C'est exactement ce qui est en train aujourd'hui de se passer sur le domaine de l'intelligence artificielle, où il y a une vraie ligne de fracture entre les tenants d'une régulation plus dure de l'intelligence artificielle, comme on l'a fait sur la protection des données, et les tenants, au contraire, du maintien d'une forme d'innovation par des réglementations plutôt souples. Et le graphique que je vous montre est ce que nous, au Conseil de l'Europe, on a fait comme étude sur des cadres éthiques sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais être pas trop long, mais quand même, je vais vous le présenter de manière un peu plus précise. Ce que vous montre ce graphique, hein, c'est la production de chartes éthiques, de documents éthiques sur l'intelligence artificielle, de documents d'encadrement. Et si vous le voyez, là, non, je n'aurai pas le curseur, mais sur la partie temporelle, hein, ce sont les barres horizontales que vous avez. C'est en 2018 où il y a eu un gros boom de l'éthique de l'intelligence artificielle, avec énormément de textes produits, Microsoft, Facebook, tout le monde y est allé hein, de sa charte éthique sur le sujet. Vous avez également la société civile, les milieux académiques qui se sont mis à établir des grands principes d'action sur l'intelligence artificielle qui sont par nature non contraignants, mais qui enjoignent, c'est tout le terme éthique, un comportement personnel pour s'adapter à ces règles-là et tendre à ces règles-là. Alors ce gros boom éthique a touché à peu près le monde entier. C'est faux, quand je vous dis le monde entier, ça a plutôt touché l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Hein. Donc l'éthique qui s'est construite à ce moment-là est une vision culturelle assez restreinte. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, une étude, une méta-analyse hein, de l'école polytechnique de Zurich. Et on ressort des grands principes, vous l'avez peut-être déjà entendu, transparence des algorithmes, équité, fairness, responsabilité, on pourra en citer plein d'autres. Et alors, il y a un vrai aspect positif dans ce boom de l'éthique. Hein. C'est la prise de conscience que l'application de l'intelligence artificielle ne pourrait se faire sans un minimum d'encadrement. Hein. On pense naturellement à des applications tout à fait horribles qu'on pourrait imaginer. C'est comme le crédit social, vous savez, en Chine, où les individus sont notés hein, et en fonction de ce comportement-là, si vous êtes un bon citoyen, bien, vous avez plus d'avantages que d'autres. Ça renvoie réellement à Black Mirror, vous l'avez peut-être vu, hein, cet épisode Nosedive, je crois que c'est la saison 3, hein, où les individus se notent les uns les autres. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a un vrai enthousiasme de la communauté hein, sur cette éthique-là pour dire, mais, par ces règles souples, on va arriver à régler les choses. Or, quand on parle de transparence, ce n'est pas du tout la même chose vue de Microsoft, d'IBM ou de Facebook, ou de la société civile avec des associations hein, comme Algorithm Watch ou Access Now, qui défendent, ou la Quadrature du Net en France, qui défendent les droits dans l'espace numérique. Et celui qui nous raconte très bien les choses, c'est Rodrigo Oshigame dans cet article de The Intercept qui s'appelle « L'invention de l'éthique de l'IA » et qui nous dit, je vais être très bref là-dessus, ça a été inventé pour éviter la régulation. Hein, c'est-à-dire qu'à coup de grands financements, des big tech, d'autres opérateurs d'intérêt ont financé les milieux académiques pour développer de l'éthique de l'intelligence artificielle, pour donner l'illusion d'un encadrement et d'une prise de conscience par les opérateurs, et en réalité, pour pouvoir continuer à opérer
comme on le souhaitait là-dedans. Alors, son article est très intéressant, il est vraiment à charge contre cette éthique de l'intelligence artificielle, mais en dehors de toute polémique, la réponse éthique et son insuffisance est évidente. Parce que si je vous pose une simple question, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de manquement? Eh bien, la réponse est simple, rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas de mécanisme, vous ne pouvez pas invoquer une charte éthique devant un tribunal, ça ne sert à rien, ce n'est pas du droit. Ce que vous pouvez invoquer devant un tribunal, c'est des lois, c'est des conventions internationales, mais ce n'est certainement pas de l'éthique. Voilà, un préjudice d'image. Facebook s'est plutôt bien retiré de l'affaire de Cambridge Analytica dont je vous parlais tout à l'heure, ou Google, il y a eu un scandale sur les données de santé en Grande-Bretagne, ils ne sont pas sortis trop écornés. Et c'est ce que nous dit l'étude que je vous citais tout à l'heure, le paysage de l'éthique de l'IA, c'est que ça ne suffit pas. Les principes énoncés, même s'ils semblent, c'est le même mot, transparence, sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même sens selon les opérateurs. Vous avez un autre article passionnant de Brent Mittelstadt aussi qui vous dit exactement la même chose, qui vous dit on a transféré cette éthique de l'IA, au moins en partie, de l'éthique de la biomédecine, la bioéthique, mais ce n'est pas la même chose. En biomédecine, un médecin, sa mission première est de soigner. C'est le cœur de sa fonction. En matière d'intelligence artificielle, le cœur d'un métier d'un ingénieur, c'est de construire des algorithmes. Le bienfait de la société, vous pouvez éthiquement, vous en tout cas personnellement, le vouloir, mais ce n'est pas dans l'objectif principal de la mission. Donc, ce que nous dit Brent Mittelstadt, c'est que les principes tout seuls ne suffisent pas. Et pour se donner une preuve de ça, c'est que vous avez aujourd'hui des domaines technologiques complexes dans lesquels il a fallu de la régulation pour avoir confiance. Je vous présente à l'écran une convention internationale, donc un traité contraignant sur la biomédecine, et exactement sur la pharmacopée, les médicaments. Et les médicaments, au début des années 50, on ne l'imagine pas aujourd'hui, mais c'était, vous pouviez avoir difficilement confiance aux substances qui vous étaient proposées. Et c'est grâce à la régulation, à une régulation extrêmement stricte, qu'aujourd'hui, il y a des débats, je ne le nie pas, mais grosso modo, vous avez un niveau de confiance qui est plutôt plus élevé dans le domaine des médicaments que ce que l'on pouvait avoir dans les années 50. Et ça, on y arrivait avec le droit. Et c'est pour ça qu'on a besoin du droit pour créer un cadre de confiance. Et là où il y aura de la certitude juridique, tout le monde sera gagnant. D'abord, nous, en tant que citoyens, on aura de meilleures garanties que des applications à risque, par exemple des algorithmes dans les tribunaux, ou aux impôts, ou dans le domaine de l'éducation. Il y a aussi un scandale il n'y a pas longtemps en Angleterre sur ça. Dès lors qu'il y a un impact probable sur votre état juridique, sur votre situation économique ou sociale, eh bien qu'il y ait un examen préalable et qu'en cas de problème, vous avez un recours effectif. Aujourd'hui, moi, la chaise sur laquelle je suis assis, sur la chaise sur laquelle vous êtes vous-même assis, aujourd'hui, a fait récemment l'objet d'une certification ou d'un examen de résistance par quelqu'un. Tout notre environnement est réglementé par cela. Et quand même, quel paradoxe que les algorithmes, qui ont aujourd'hui un impact aussi important sur nos vies, échappent à toute vue d'un tiers qui pourrait intervenir. C'est pour ça que l'idée d'une certification préalable pour les applications à plus haut risque, les applications les plus conséquentes qui ont ces risques-là, aujourd'hui, est dans l'air chez les régulateurs européens. Et pour les entrepreneurs, c'est aussi important. Parce que dès lors que vous avez de la sécurité juridique, eh bien, vous pouvez opérer. Là, si on attend aujourd'hui la situation, qu'elle évolue, eh bien, il va falloir des décennies pour qu'il y ait des constructions jurisprudentielles, que des décisions soient prises. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui extrêmement délicat de maintenir, à mon avis, un argumentaire autour de différer une réglementation de l'intelligence artificielle en disant « ça va créer des charges, ça va créer des contraintes ». Oui, ça va en créer. Mais pour pouvoir avoir, vis-à-vis aussi d'autres pays, des argumentaires, parce que la Chine, qui va vendre la Chine ses IA, peut-être à des dictatures, mais certainement pas sur le marché européen. Vous voyez aujourd'hui les discussions qu'il y a sur Huawei et d'autres opérateurs. Donc, nous avons l'opportunité en Europe de créer une IA digne de confiance avec des valeurs et qui sera un vrai argument commercial. Alors, je conclurai mon propos en évoquant rapidement que à peu près toutes les organisations internationales travaillent. Là, je vous présente en avant-première un site web qui n'est pas encore public, qui va l'être bientôt, qui va présenter pour, vous voyez, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, l'OCDE, les Nations Unies, tout le travail que l'on a fait qui va tendre à une réglementation de l'intelligence artificielle, où chacun dans nos domaines, dans les organisations internationales, on est en train d'œuvrer pour qu'il y ait un cadre juridique
du numérique en général et particulièrement de l'intelligence artificielle qui permettent de protéger les droits humains et les droits de l'homme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important là-dessus. Alors, je vais conclure mon propos avec, j'espère pas vous avoir fait peur. Voilà. Parce que c'est un ami qui me disait ça il n'y a pas longtemps en discutant de manière passionnée de ces sujets-là. Il me dit, mais tu sais, c'est un ressort génial, la peur, parce que tu gagnes à chaque fois. Non seulement parce que tu actives l'attention des interlocuteurs, et si le danger survient, eh bien, tu es dans la position du visionnaire. C'est ce qu'a fait Bill Gates avec les pandémies. Hein, oui. Donc, à crier, à lancer des alertes. Voilà. Et puis, si le danger ne survient pas, eh bien, alors, on peut se dire qu'on l'a anticipé et puis on a donné à nos contemporains les moyens d'agir pour éviter sa survenance. On gagne à chaque coup. C'est pour ça que je vous incite, je partage ça, à se méfier des discours inutilement alarmistes sur le numérique, souvent développés pour donner de la contenance à une absence réelle de problématisation du sujet. Non, l'IA ne va pas anéantir l'humanité. Oui, elle discrimine, comme nous le faisons nous-mêmes tous les jours, mais non pas nécessairement avec une intention, avec une efficacité froide et implacable des statistiques et des mathématiques. Mon propos aujourd'hui n'était pas celui de vous faire peur. Il est juste de nous inviter collectivement, si ce n'est pas déjà fait, à retrouver le goût du vrai, pour paraphraser le très court essai d'Étienne Klein, qui est paru durant l'été dernier, et où Étienne Klein nous dit que la science est aujourd'hui bien maltraitée à notre époque. Elle est instrumentalisée, elle est monétisée, elle perd son crédit, et nous sommes bien vite amnésiques des principes fondateurs qui doivent guider la science. Les vérités scientifiques, prouvées, démontrées, reproductibles, ne sont pas là pour servir les intérêts particuliers des uns ou des autres. Et aujourd'hui, il y a concrètement des pans importants d'application de l'intelligence artificielle qui sont, il faut le dire, pas matures. En laboratoire, c'est génial, on peut innover, on peut rechercher, mais les mettre en application dans la vraie vie de tous les jours avec des conséquences sur les droits, sur la société en général, je pense qu'il s'agit naturellement de reprendre un peu de conscience et de contenance sur ça. Alors, mon propos est de ne pas stopper la marche vers le savoir, mais simplement de la nuance, ne pas se précipiter à déployer des solutions numériques partout en faisant des dégâts potentiellement irréparables. Irréparables, pourquoi ? Parce que si la confiance se brise durablement dans l'opinion publique face aux divers emplois d'algorithmes, notamment les plus complexes, eh bien tout le monde y perdra. Alors les perspectives de profit économique à court terme devraient pouvoir être tempérées, selon moi, en n'étant simplement pas amnésiques du passé. L'univers numérique, ce n'est pas le Far West américain. Nous avons des siècles d'acquis en philosophie, en mathématiques, en statistiques, des décennies en sciences sociales. Et c'est en faisant dialoguer ces sciences et les individus qui les font vivre que nous trouverons, selon moi, la juste mesure des choses. Et le public aujourd'hui que vous représentez témoigne pour moi de cette future perspective de dialogue entre les matières. Merci beaucoup de votre attention. Merci Yannick. Tu nous laisses avec une grosse responsabilité. Énorme, énorme. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Alors, il y a déjà une question de Victoire que je vais lire. Et puis, si vous avez d'autres questions, c'est le moment ou jamais. Alors, je te lis la question de Victoire. Avec un système qui repose surtout sur des chartes non contraignantes, souvent rédigées par les entreprises elles-mêmes, on retrouve donc dans un même rapport aux entreprises et qui prend moins en compte les intérêts des citoyens salariés. On se retrouve donc dans un rapport favorable aux entreprises. Donc, la question porte sur les solutions. Que faut-il faire pour rééquilibrer, sensibiliser le grand public, former des syndicats à ces sujets? Donc, tu as apporté des réponses en conclusion. Est-ce que tu as des réponses supplémentaires sur des actions assez concrètes et activables? Ouais, c'est clair. Désolé de mauvais anglais, la digital literacy, c'est-à-dire être en capacité d'avoir soi-même et autour de soi la capacité de comprendre les grandes clés aujourd'hui autour de ces questions de la numérique. Tu vois, c'est-à-dire que l'idée, elle est naturellement de reprendre du pouvoir par rapport à une asymétrie évidente. Comme le dit Victoire, elle a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec de très grands opérateurs qui ont un ascendant réel, même sur la prise de décision publique. Et pour cela, c'est dans nos comportements quotidiens que l'on peut adapter cela. Je vais être très court.
Hein, mais aujourd'hui, tu as vu, il y avait des mouvements pour sortir de Facebook, tu vois, en disant, ben voilà, je me désabonne de Facebook, j'arrête tout ça, je fais la détox numérique, je m'éloigne de tout ça. Je pense que c'est un peu utopique. Tout le monde n'y arrivera pas nécessairement, ou c'est peut-être pas souhaitable. En revanche, on peut déterminer et créer des applications qui ont du sens. Je donnais un exemple que je connais ici à Strasbourg, mais enfin, je pense qu'ils opèrent dans d'autres endroits. Face à Deliveroo, eh bien, il y a des scopes qui se sont créés, hein, des associations de personnes qui sont mises en salariés ensemble, qui ont créé des entreprises de livraison et qui ont utilisé le numérique pour se mettre en contact avec des clients. Et ça marche très bien. Voilà. Donc, à répondre à ça, oui, il faut le rééquilibrer par des moyens d'action concrets et en réutilisant le numérique, en investissant le numérique pour retrouver de l'équilibre dans ses pouvoirs. Ok. En attendant d'autres questions de l'audience, moi j'en avais une. Donc, comme tu le sais, chez Adatech School, on pense qu'on peut changer le monde aussi par l'éducation et par l'apprentissage. Qu'est-ce que tu conseillerais pour mieux se former sur ces questions-là? Il y a cette conférence que moi je trouve géniale et que je diffuserai au plus grand nombre. Est-ce que tu as des conseils aussi à nous donner, d'une part pour mieux se former et d'autre part pour éveiller les consciences de notre entourage sur ces sujets? Ouais, je crois beaucoup à la multidisciplinarité. Hein, c'est-à-dire que pour plein de raisons qu'on peut comprendre, de spécialisation, on a parfois beaucoup de mal à dialoguer avec les gens qui sont juste à côté. Moi, j'ai des bons amis, un particulièrement auquel je pense, là, qui est un développeur qui est génial. Et je dis, et toi, tu as des étudiants en informatique, moi, j'ai des étudiants en droit, et on les met une journée ensemble sur un projet, et on les fait coder pour les juristes et inversement réfléchir à une problématique juridique. Il me dit, mais jamais de la vie, ça ne marchera pas. Et j'ai envie que ça marche. Voilà. Donc, je suis désolé, il y a un peu de conviction dans ce que je vous dis. Je ne suis pas bien sûr qu'en un claquement de doigts, on y arrive. Il y a énormément de barrières culturelles, mais c'est par une approche avec des philosophes, des sociologues, des statisticiens, qu'on arrive à éclairer des problèmes. Donc moi, je trouve que ces lieux de rencontre, hein, on pourrait faire des ateliers de design thinking, j'en sais rien, en fait, peu importe, mais trouver des méthodes dans l'enseignement qui permettent de rencontrer ces mondes-là. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Surtout chez Adatech School, on a des profils en reconversion. Et du coup, c'est un vrai atout pour les employeurs aussi d'avoir des personnes qui ont cette multidisciplinarité tiens, j'ai eu une connaissance linguistique avant, j'ai une connaissance artistique avant, une connaissance du droit. Et du coup, c'est aussi ce qu'on met en avant chez Adatech School, d'avoir pas seulement des développeurs, mais des développeurs qui codent au service de quelque chose avec leurs expériences passées. C'est la piste d'avenir, en effet. C'est vrai que c'est une vraie force, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a peut-être épuisé notre audience, hein, parce que j'ai beaucoup parlé. C'était très, très intense, mais plein de portes ouvertes. Moi, ça me donne envie d'aller voir le documentaire I, Human aussi, qui est Ouais, je vous y en ligne, encourage. j'ai vu sur Arte. Moi, j'avais peut-être une question sur, du coup, tu décrivais donc l'IA prescriptive et descriptive, et que l'IA descriptive, du coup, pouvait, en fait, grâce à le fait que ça automatise des tâches qui prennent trop de temps à l'humain, apporter des choses bénéfiques. Est-ce que tu as des choses en tête d'une IA descriptive qui a pu soit découvrir quelque chose, soit aider dans un domaine Ouais, je vais prendre un exemple dans le domaine médical, en fait. Et ça montre bien aussi à la fois alors, les limites où c'est utile. C'était des chercheurs de Microsoft qui, en discutant avec Yann Lequin, ont fait part de ce cas d'usage. Ils ont travaillé sur la population des asthmatiques pour essayer de voir si par de l'apprentissage automatique, on arrivait à détecter des situations plus graves où les personnes asthmatiques pouvaient faire développer des formes plus graves de maladies derrière. Donc, ils ont entraîné des machines avec ça et ils ont découvert quelque chose qui est complètement contre-intuitif. C'est que les personnes asthmatiques font moins de formes graves de maladies du poumon que les autres. Donc, si tu t'en tiens à cette simple description, eh bien, tu vas prendre des mesures derrière qui seront, en disant, ce n'est pas les populations sur lesquelles je dois viser. Et en grattant un peu, les chercheurs de Microsoft ont trouvé cette raison-là. Et intuitivement, peut-être tu l'anticipes. C'est que quand tu es asthmatique, tu prends plus soin de toi et tu vas consulter plus tôt. Et donc, ils ont détecté une pratique comportementale.
Donc, c'est toute la différence, si tu veux, entre la précision d'un algorithme et sa performance. C'est-à-dire que là, ça a été super précis. Ça a permis d'identifier que les personnes asthmatiques avaient un comportement atypique par rapport aux autres maladies du poumon. Et ça a en réalité détecté qu'elles allaient les voir plus tôt. Donc ça veut dire qu'en termes de politique publique, eh bien, il faut continuer à encourager ces populations-là à aller. Voilà. Donc, tu vois, si tu avais programmé quelque chose automatique derrière, eh bien, il aurait moins conseillé aux personnes asthmatiques d'aller consulter plus tôt, ce qui aurait été une erreur. En revanche, si tu t'en tiens à la description et à comprendre les données que tu as derrière, eh bien là, tu as un vrai gain. Ouais, hyper intéressant. Et ça montre aussi que bien souvent, on peut estimer une statistique qui nous semble logique et heureusement, le fait de faire des recherches avec de l'automatisation, ça nous montre que ça va à l'encontre des stats qu'on avait en tête. C'est ça. Alors, Victoire dit le docu derrière nos écrans de fumée est pas mal aussi pour comprendre l'utilisation des algorithmes par les réseaux sociaux. Oui, en effet, le docu qui est aussi sur Netflix, je l'ai vu comme j'ai vu plein de documentaires. Si je peux me permettre, Victoire, juste une soupçon de critique sur derrière les écrans de fumée, c'est qu'il y avait dans ce documentaire-là, en réalité, un individu qui venait, je ne sais plus de quelle grande big tech. Je ne sais pas si c'était pas Twitter, mais je me trompe. Enfin, il venait d'une big tech et qui a une figure de rédemption. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de faire n'importe quoi et maintenant, je suis investi dans la société civile. En réalité, ils vendent du conseil derrière et donc le documentaire met en avant quelqu'un qui vend quelque chose derrière. Alors, il y a de nombreux constats qui sont justes dans ce documentaire-là. Mais vous voyez, c'est toujours intéressant de se dire, mais qu'est-ce que je regarde? Quel est l'angle derrière? Quelles sont les personnes qui sont derrière ça? De façon à un peu mesurer le niveau de dialogue. Mais encore une fois, je pense que tous ces documentaires-là alignés, il y a iHuman, il y a celui-là, il y en a d'autres également qui ont été diffusés sur Arte, sur la société de surveillance, sur tout ça. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue avec les algorithmes. On sent bien qu'on a besoin d'encadrement, comme je le disais, et d'un encadrement possiblement juridique, et je pense que c'est la bonne voie et qu'il ne faut pas en avoir peur. Et moi, je conclurai d'ailleurs autour de ça, Claire, si tu me le permets. Oui, bien sûr. C'est de ne pas avoir peur de la réglementation. Aujourd'hui, moi, quand j'interviens auprès de collègues ici en France ou dans d'autres pays pour parler de réglementation de l'intelligence artificielle, on me dit surtout pas, ça va casser l'innovation. On a assez de numéras comme ça, c'est la paperasse numérique, on en a assez comme ça, donc ne nous en rajoute pas, s'il te plaît, laisse-nous bosser tranquillement. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je ne doute pas de chacun des interlocuteurs avec qui je peux parler. Je peux parler avec des jeunes de start-up, de legal tech. Tout le monde a envie de bien faire. Mais on n'y arrive pas seul. Donc, c'est là où le droit peut nous aider par le biais de certification, comme je disais, par le biais de mécanismes comme ça, où il faut imaginer que pour une jeune start-up, avoir accès à la certification, ça peut coûter cher. Donc, penser à des mécanismes qui permettent pour des personnes qui sont innovantes et qui n'ont pas d'argent, d'accéder à ces mécanismes-là, de réguler un peu le marché comme ça, mais il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est ça qui nous permettra d'avoir un développement durable. J'ai déjà placé un nouveau mot, je ne vais pas développer là-dessus, mais voilà, mais ça ouvre aussi des perspectives autour de l'écologie, de la manière dont aujourd'hui aussi on s'approprie les technologies là-dessus, autour de ça. Peut-être que ça te fera un thème pour un prochain voilà. Tu nous fais la transition pour un prochain événement. Super, merci beaucoup Yannick de ton intervention. Pour toutes les références, du coup, la vidéo sera sur YouTube. On fait aussi avec Emma dans mon équipe un article de blog résumé, donc on vous l'enverra. Et puis Yannick, je te redemanderai peut-être quelques références que tu as citées parce que ça donne envie de bien creuser tous ces sujets. Merci aussi à vous d'avoir écouté. J'ai l'impression que l'audience était contente. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci de l'accueil. À très bientôt. À bientôt Yannick. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.